Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Nous allons ce soir évoquer les prêtres bourbonnais en tant que témoins engagés de la guerre de 14. La mobilisation donc, du 1er août 14 touche le clergé bourbonnais comme le reste de la population française masculine. Dès ce moment-là, 125 prêtres sont appelés à servir sous les drapeaux comme soldats, aumôniers ou infirmiers militaires. Et ce chiffre augmentera au fil de la guerre, dans la mesure où certains seront appelés, mais qui initialement avaient été reconnus inaptes. Alors au 1er mars 1915, la semaine religieuse indique que 161 prêtres et séminaristes sont mobilisés, et ils seront 181 au 1er août 1918. En effet, en vertu des articles 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1889, eh bien, les prêtres appartenant aux classes donc, de 1889 à 1904 et ayant occupé un poste concordataire avant la loi de séparation de 1905 sont versés dans le corps donc, du service de santé. Mais cette même loi de 1889 avait stipulé que les séminaristes devraient accomplir un an de service militaire. Vous vous rappelez, les curés sacono, hein, c'est l'expression bien connue de l'époque. Enfin, une époque que nous n'avons pas connue, mais nous avons connu l'expression. La loi du 21 mars 1905 sur la conscription a étendu le service militaire à 2 ans pour les séminaristes. Et la loi militaire de 1913, qui allonge cette période à 3 ans, ne fait plus d'exception pour les séminaristes. Donc, 3 ans de service militaire pour les plus jeunes. Alors ceux-ci, ainsi que les prêtres donc, des classes postérieures à 1905, peuvent être versés dans n'importe quelle unité combattante. Parmi les prêtres de diocèse, un seul est aumônier militaire officiel, c'est l'abbé Jules de Lasselle, sous-directeur diocésain des œuvres, qui est affecté au 13e corps d'armée, qui a son siège à Clermont-Ferrand. Voilà, on trouve les chiffres. Et puis vous voyez, Jules de Lasselle, c'est celui qui est debout, et donc derrière son oncle, Hippolyte de Lasselle. Voilà, c'est aussi, il y a des souvenirs à Moulins, c'est la fondation du premier patronage de Moulins, qui a été donc fait par l'oncle et le neveu, donc les de Lasselle. Donc vous voyez, parmi les prêtres, un seul donc, est aumônier militaire officiel. Voilà. Et alors que l'idée qu'on a peut-être a priori, c'est que les prêtres sont aumôniers militaires. Voilà. Bien, vous voyez, là en l'occurrence, ça fait 1 sur 125 au 1er août 1914. Il y en a un, pour les 4 diocèses de l'actuelle région Auvergne, eh bien il y en a un par diocèse. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Alors, vers la fin de la guerre, le nombre des ecclésiastiques mobilisés dans les infirmeries de l'arrière a considérablement chuté. Il ne demeure que les plus âgés et ceux dont la santé est la plus déficiente. Voilà. Parmi ceux qui avaient été mobilisés comme infirmiers à l'arrière en 1914-1915, 43 ont été envoyés au front dans les services de santé, 5 ont été versés dans les unités combattantes. Donc vous voyez, au départ, quand on regarde, j'ai publié les statistiques un petit peu dans le livre, plus détaillé, on voit qu'au début de la guerre, un certain nombre sont dans les infirmeries à l'arrière, mais assez rapidement, eh bien, ils vont être envoyés, donc, soit dans des postes de secours assez avancés, soit directement dans des unités combattantes. Et il n'y en a plus que 44 sur 181 qui sont à l'arrière dans des infirmeries. Voilà. Alors, au fil de la guerre, la liste des victimes va s'allonger pour atteindre donc 13 prêtres et 7 séminaristes. Et rappelons que notre département compte 15 315 tués au total. Voilà. On est à peu près, vous voyez, au point de vue proportion, autour de 10%. 10% de tués au niveau civil et également au niveau des prêtres et séminaristes. Parce qu'il y a environ 200 à 250 prêtres et séminaristes que j'ai répertoriés qui sont mobilisés à un moment ou l'autre de la guerre, et sur ce nombre, eh bien, il y en a 20 donc, qui seront tués. Voilà. Alors, donc c'est au travers d'un certain nombre de lettres qu'ils ont adressées au supérieur du séminaire, l'abbé Arthur Sébastien Giraud, que voici en photo. C'est au travers de ces lettres que nous allons donc percevoir leur témoignage sur les dures réalités de la guerre
aux différents moments de celle-ci. Donc il y a environ 2000, je ne sais plus le chiffre exact, 2500 lettres, hein, c'est autour de 2500 lettres qu'ils ont adressées à l'abbé Giraud, et donc c'est là-dessus que j'ai travaillé pour faire le bouquin, et vous allez donc avoir des extraits de certaines de ces lettres. Premier temps, la mobilisation. Jean-Baptiste Monat entre au séminaire en 1908 à l'âge de 17 ans. Il part au service militaire en octobre 1912, et c'est alors que son unité est en manœuvre à Pont-Gibaud en Auvergne qu'il apprend les menaces de guerre. Vous avez un petit extrait de la lettre ici. On parle beaucoup en ce moment des incidents survenus entre la Serbie et l'Autriche, et on murmure dans les rangs que l'on pourrait bien retourner à Riom au lieu de monter la Courtine. Effectivement, le régiment est basé à Riom, et il était prévu d'aller en manœuvre donc, au fameux camp de la Courtine. Les officiers seraient plutôt partisans du coup de feu maintenant que les 3 classes sous les drapeaux sont bien instruites. Mais ces divers incidents ont produit une grave surexcitation dans le milieu militaire. Rappelez que, effectivement, c'est au mois de juin que commencent donc les problèmes, n'est-ce pas, entre la Serbie et l'Autriche. Au départ, on ne voit pas que ça puisse déboucher sur une guerre. Hein. Mais en fait, c'est au fil du mois de juillet que finalement l'engrenage va s'enclencher et qu'on arrivera à la guerre. Et là, on est le 26 juillet, vous voyez, donc il y a quelques jours, effectivement, du déclenchement de la guerre. Alors, c'est effectivement à Riom, qui a regagné le 105e RI auquel il appartient, qu'il reçoit l'annonce officielle de la mobilisation. Revenus depuis lundi dans nos casernes, nous attendions avec anxiété le dénouement de la crise austro-serbe. Et c'est hier seulement au matin que le capitaine nous a réunis pour nous avertir que l'ordre de mobilisation générale allait être lancé dans la soirée vers 5 heures. Tout le monde se mit alors à l'ouvrage sans trop s'énerver, et le soir, à 5 heures, tout était liquidé. Nous avons quitté nos casernes ce matin pour aller occuper nos cantonnements en ville. Dans la ville, le texte que je vous ai mis, dans la ville, c'est un enthousiasme général, malgré une immense tristesse qui semble poindre sur le visage des mères. Pour ma part, je vous avoue que je reste paisible. Seule la pensée de mes parents me fait mal. Ils doivent être si anxieux. Hier, je voyais de pauvres ouvrières de Riom, mère de 2 enfants, aller emprunter dans une auberge de 3 francs pour les donner à son mari qui devait partir le jour même. C'était navrant. Et comme le malheur et le danger ramènent les âmes à la vérité. Hier, en rentrant à l'appel du soir, tous les soldats que je rencontrais et qui me connaissaient étaient fiers de me montrer la médaille de la Sainte Vierge, celle que leur curé leur avait donnée avant leur départ pour la caserne, ou les bonnes religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. Hier soir, ces bonnes sœurs faisaient sentinelle sur les quais pour attendre les soldats et leur donner une médaille. Voilà. Alors, vous voyez, c'est intéressant sur l'état d'esprit au moment de la mobilisation. À la fois, bon, il y a l'enthousiasme, mais il y a aussi quand même la conscience du danger, même si ce danger, on ne l'appréhende pas encore véritablement. Le même jour, Jules Nicolas XI, sous-diacre depuis juin 14, exprime bien son sentiment fait de résignation et d'obéissance au devoir. Et là, je crois que c'est assez bien le sentiment général des soldats, hein, résignation et obéissance. Hormis le fait qu'il lit cela dans une perspective religieuse, donc son état d'esprit consonne avec celui d'ensemble des mobilisés. Voilà. Alphonse Tronel, qui ayant reçu l'ordre de mobilisation a gagné la caserne de Molusson, témoigne... Ah, la caserne, j'ai oublié de mettre la photo. Je suis désolé. Je voulais mettre la photo de la caserne et je l'ai oublié. Bon, donc tant pis pour la caserne. Eh bien, il témoigne d'une préoccupation, d'une situation semblable. Il dit « Je suis parti d'Arfeuil lundi matin, le cœur bien gros, en quittant mes chers parents. Mais j'ai fait promptement trêve à toute sentimentalité. À l'heure actuelle, il ne faut avoir que du courage et se posséder entièrement. À la caserne, aussi bien qu'en ville, personne ne s'effraie. Chacun est prêt à faire son devoir, et tous se disposent plutôt joyeusement. Ici, le soldat ne désire qu'une chose, montrer son courage sur la terre allemande. Il ne tient qu'à Dieu de le rendre efficace. » Philippe Fradin, lui, est entré au séminaire en 1908 à 19 ans. Il a effectué son service militaire en 1911-1913, 2 ans. Après une nouvelle année d'études, il est mobilisé en août 14 comme caporal au 1er régiment de Zouaves à la caserne de Saint-Denis, donc à côté de Paris. L'état d'esprit est différent, avec davantage d'optimisme et d'enthousiasme. Cela tient peut-être au fait qu'il s'agit d'une unité plus tournée vers l'offensive qu'un régiment d'infanterie. Il n'y a point de tristesse ici, au contraire.
Tout le monde voudrait déjà être aux trousses des Prussiens. J'ai bon espoir que nous pénétrerons au territoire allemand. Je voudrais avoir cette consolation. Dans ce cas, malheur à eux, car rien ne sera épargné. Si vous voyez ces têtes de zouaves, voilà. Vous voyez, on a là un esprit beaucoup plus enthousiaste. Alors, voilà, les premiers combats. Les photos, donc, sont des photos tirées de ce fond de lettres, hein, où il y a quand même, au hasard, de temps en temps, quelques photos. Malheureusement, beaucoup ne sont pas légendées, mais voilà. Mais alors, les premiers combats. Donc, après le long trajet en chemin de fer et la concentration à la frontière, c'est l'offensive, qui, comme on le sait, sera un échec. Le diacre Edmond Micard fait brutalement la découverte des dures réalités de la guerre. C'est effectivement le moment où, par crainte des francs-tireurs, les soldats allemands vont s'en prendre aux civils, non seulement à leurs biens, mais à leurs personnes, en fusillant des otages, en violation des lois de la guerre, et ceci en Belgique et en Alsace. Je vous lis donc un extrait de lettre de Micard. Les Allemands, après avoir envahi la France et être allés presque jusqu'à Baccarat, 20 km de la frontière, ont été mis vendredi dernier en déroute par les Français. Ils ont eu beaucoup de morts. Les Prussiens, en véritables barbares, ont tout pillé, incendié les maisons, bombardé les églises, violé les femmes, tué les hommes. C'est épouvantable. Samedi dernier, j'ai vu toutes les ruines accumulées par eux. C'est épouvantable. On ne voyait que des gens en pleurs. C'était bien triste. Nous avons traversé le champ de bataille de vendredi dernier. Les morts gisaient encore sur le sol. On était sur le point de les enterrer, mais on ramassait les blessés. Entre nous soit dit, les blessés qui avaient séjourné sur le champ de bataille plusieurs jours. Bon. D'avoir vu tant de misère m'a rendu malade. La guerre est le plus terrible fléau de l'humanité, je m'en rends parfaitement compte. Et là, on est sur une lettre du 17 août. Donc, vous voyez évidemment le changement brutal, n'est-ce pas, entre les lettres, avant le départ, et puis la réalité de la guerre. Jean Vichy apporte un témoignage semblable, et il en tire la conclusion, oui, que c'est bien la cause de la France qui est juste en face de l'Allemagne. Que c'est triste de voir tous ces pays dévastés par l'ennemi, brûlés, pillés, affreusement, les quelques habitants qui restent dans un abattement facile à comprendre. Vous ne pouvez vous imaginer là ce que les ennemis ont fait, sans compter les immoralités qu'on ne peut répéter, incendie d'églises, tueries nombreuses sans motif, c'est affreux. Aussi, le bon Dieu ne peut faire autrement que de bénir nos armes. C'est une véritable croisade que nous faisons. Nous combattons pour l'humanité contre la barbarie allemande, et nous serons sûrement vainqueurs. Ils sont pour le moment dans une véritable déroute et fuient devant nos armées françaises. Effectivement, hein, c'est une des dures réalités de la guerre de 14, c'est que les accords qui avaient été faits, par exemple à La Haye en 1899 et 1905, et la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, tout cela sera bafoué pendant la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'on va s'en prendre aux civils, donc incendier des maisons, tuer, fusiller des otages, etc., alors que c'était interdit par les conventions qui avaient été signées. Mais les Allemands qui arrivent en 1914, si vous voulez, ils ont la hantise des francs-tireurs, parce qu'ils ont le souvenir de la guerre de 70. Hein, voilà. Et donc, alors, il y a des atrocités, hein, qu'il faut le dire, donc en Belgique, et puis donc dans l'est de la France, donc dans les territoires où ils ont avancé. Henri Busserolles, confronté à la bataille, voilà. Alors voilà, là une photo. Alors le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas lequel est Henri Busserolles. Voilà, Henri Busserolles parmi les infirmiers, ben oui, c'est l'un d'eux, évidemment, ses parents l'ont reconnu, mais moi j'ai beaucoup plus de mal. Subitement, après une marche forcée, nous nous trouvons en présence de l'ennemi aux environs de Baccarat. Au fond, mieux vaut commencer la lutte tout de suite pour en finir le plus tôt possible. 9h10, on tire le premier coup de canon à notre portée. Il est vrai que nous l'entendons depuis 3 jours, à la garde de Dieu. 3h du soir, d'ennemis il n'y a plus de traces, les Allemands se sont repliés, nous sommes tranquilles, Dieu veuille que nous les chassions toujours aussi facilement. Donc, 13 août 1914. Alors, oui, là on croirait que l'armée française est en train d'emporter la victoire, hein, mais bon, vous savez, ce n'est pas le cas. Et nouvelle lettre qui va vous montrer que ce n'est pas si facile. Et donc, Henri Busserolles s'inquiète pour l'un de ses confrères, caporal au 98e RI, et qui en fait a été fait prisonnier. Depuis la journée du 20, terrible pour le 13e corps d'armée tout entier. Alors le 13e corps d'armée, c'est l'Auvergne. Hein. C'était la 13e région militaire, donc le 13e corps d'armée, c'est les régiments d'Auvergne.
Donc, on n'a plus aucune nouvelle d'Alphonse Petitjean. Il était encore au milieu de sa section à la nuit tombante du 20, après avoir été toute la journée sous le feu d'artillerie allemande, près de Sarrebourg en Lorraine. À la nuit, sa compagnie poussait une charge à la baïonnette, et c'est dans la mêlée qu'il disparut, sans que personne ait pu s'en apercevoir. L'ennemi étant resté maître du terrain, il a été impossible d'explorer les lieux. Est-il mort? Est-il prisonnier? Est-il à la fois blessé et prisonnier? Ou même étant blessé, a-t-il pu se jeter en arrière et gagner une ambulance? Tout cela est possible. Oh, que c'est donc triste la guerre, les soldats au milieu d'un véritable enfer, les morts, les blessés, les villages incendiés, les paysans qui fuient, abandonnant tout, les femmes en pleurs, voilà le spectacle que nous avons sous les yeux, voilà la terrible épreuve qui tombe aujourd'hui sur la France, puisse-t-elle au moins lui être salutaire et la faire revenir à de meilleurs sentiments. Oui, sur la finale, peut-être qu'il faut se rappeler que c'est évidemment des prêtres et séminaristes, et que derrière il y a la loi de 1905, qui pour eux marque en quelque sorte un peu le reniement de la France, vous voyez, par rapport à ses origines chrétiennes. Donc vous voyez ces phrases sur le retour à de meilleurs sentiments, c'est ça qu'il y a à l'arrière-plan. Voilà. Il y a cependant encore beaucoup de foi, et nous avons la consolation d'absoudre tous les blessés que nous voyons en danger. Personne ne fait d'opposition, et on nous remercie chaleureusement. Alors, on va passer à un autre point, la vie dans les tranchées. Donc, comme vous savez, l'avancée allemande a été stoppée après à la suite de la bataille de la Marne, et puis dans ce qu'on a appelé ensuite la course à la mer, donc sur les côtes de la mer du Nord, à l'automne 1914, et à ce moment-là, le front va se stabiliser, et les deux armées vont se faire face en s'enterrant donc dans les tranchées. Maxime Augiat, caporal infirmier au 134e RI, est le seul à donner un témoignage sur un exemple de fraternisation. Fameux exemple de fraternisation. Les Allemands et les Français s'entendent à merveille. Les uns les autres échangent des journaux, du tabac, mais jamais de balles. Les sentinelles se voient, se promènent les uns vers les autres, mais ne tirent pas. On sent que des deux côtés, il y a une grande lassitude. Voilà. C'est le seul exemple que j'ai trouvé, n'est-ce pas, de fraternisation. Le plus souvent, les adversaires se livrent à des actions d'intimidation. C'est une vie curieuse que cette vie de tranchée. Il faut prendre l'habitude de vivre en terre, dans des trous de 1,50 m de profondeur, 1 m de largeur. Les tranchées arrière ou de repos ont un peu de paille au fond, mais les tranchées avant sont nues. Une simple place pour se tenir assis, prêt à tirer sans être vulnérable, ou le moins possible. Il ne faut pas compter dormir, le froid empêche bien, et puis de jour et de nuit, on tiraille sans cesse. Le jour, l'artillerie arrose les positions ennemies, alors nous laissons faire. Les journées sont occupées entre le travail aux tranchées, la garde sentinelle et un peu de repos. Même chose pendant la nuit. Le tout agrémenté de beaucoup de bruits de fusils et de canons. À 5 h du matin, soupe et viande. À 5 h du soir, soupe et légumes, café ou vin. Depuis longtemps, Français et Allemands occupent les mêmes positions. Enfin, depuis longtemps, on est le 25 novembre 1914. Malheureusement, il ne sait pas que ça durera beaucoup plus longtemps. Il semble que de part et d'autre, la consigne soit de résister et de rester là. Pourtant, nous attendons un ordre d'avancée, parce que chaque jour, l'artillerie 75, 155 prépare notre marche. Avant-hier, nous avons eu la visite d'un faux parlementaire. Il semblait accompagné d'un fanion blanc qu'un de ses compagnons promenait par les tranchées derrière. Le parlementaire a été reçu par un feu de salle qui l'a fait décarpir bien vite. Il avait réussi à planter une pancarte « Poteau frontière France-Allemagne » avec 2 boîtes aux lettres. Tous les jours sont marqués par quelque incident, les uns amusants, d'autres tragiques. Vous voyez, on ne sait pas trop ce qu'on doit penser de cet épisode. Est-ce que véritablement l'Allemand ne voulait pas introduire une démarche de fraternisation? Peut-être. Voilà. Et en tout cas, eux l'ont pris pour un faux parlementaire, vous avez vu, ils l'ont tiré dessus, alors même qu'il avait un drapeau blanc qui l'accompagnait. Les nuits surtout sont sinistres et longues. Nous passons ainsi 8 jours, suivis de 48 heures de repos en arrière. Il faut voir ces hommes sales, terreux, crasseux, plus des hommes, mais des bêtes. Voilà. Voilà. Alors, peut-être un petit détail que vous lisez dans la description de la lettre, c'est que, en fait, vous voyez, il indique ce qui est formellement interdit, son régiment et le lieu où il est. C'est formellement interdit. Hein.
ce genre de choses. Parce que vous comprenez bien que si la lettre tombe aux mains d'un espion allemand, les Allemands sauront que le 99e RI est à Schwerin. Bon. Mais ça vous montre, c'est une petite parenthèse que j'ouvre en passant, comment la fameuse censure, dont on parle sur la guerre de 14, la censure. Bon. Ben, la censure n'est pas aussi redoutable que ça. Parce que, en fait, statistiquement, il y a plusieurs millions de lettres qui transitent chaque jour, et en fait, la censure doit ouvrir quelques milliers de lettres. Donc, il y a très peu de chances ou de malchance que la lettre soit ouverte. Et j'ai constaté que la plupart de mes prêtres si je puis dire, ne se censurent pas. Alors, quand même, on trouve un passage de la censure, peut-être, quand on voit des cartes postales, avec, vous voyez, un château, une église, etc. Et on a soigneusement gratté le lieu. Voilà. Alors, est-ce la censure? Est-ce le militaire lui-même? Évidemment, je ne sais pas, mais c'est à peu près les seules traces que j'ai vues d'une éventuelle censure. Jules Nicolas, donc dans la tranchée lui aussi, prend la situation avec philosophie, et il y voit une occasion de se livrer à de grandes plages de méditation. Je suis en ce moment tout près des Allemands. Tout près de là, j'ai passé un mois dans une petite caverne. J'y étais seul, un peu à l'étroit, 1 mètre de profondeur, avec comme largeur juste de quoi m'asseoir. Mais je m'y plaisais, j'y priais tout à mon aise, j'y trouvais tant de calme après une rafale d'obus. C'est un peu la vie de ces vieux pères du désert dont M. Christiani nous parlait jadis si éloquemment. Malheureusement, je ne ressemblais que par nos misères. Léon Christiani, qui lui aussi est mobilisé d'ailleurs, était le prof d'histoire au grand séminaire de Moulins. C'est en Argonne que Léon Berton expérimente pour la première fois la boue des tranchées. Voilà, la boue, vous voyez, j'ai intitulé La boue et l'époux, parce que ça, c'est vraiment les compagnons quotidiens des soldats dans la tranchée. Mon Dieu, si vous nous voyez tous, tant que nous sommes ici, nous ne sommes que des paquets de boue. La propreté est devenue un luxe, et plus encore le moyen de la conserver. Quand encore la vermine ne se met pas de la partie. Mais chut, ne réveillons pas les poux dans la table. Voilà. Et ça, c'est vraiment une expérience qu'ils vont tous faire. Henri Larbaud, au 138e RI, il dit « Voici les pluies et les froids de l'hiver, on est en novembre 15, qui déjà se font sentir, et ceux de mes camarades qui ont passé l'hiver dernier sur le front ont dû vous dire combien il était dur de séjourner à les tranchées, dans une boue où l'on pénètre jusqu'aux genoux. Jusqu'aux genoux. Alors vous imaginez, dans la boue jusqu'aux genoux, quel effort il faut faire pour marcher. Pour marcher, pour avancer. Enfin, soulever le pied, le poser un peu plus loin, alors sans parler d'inconfort, bien entendu, mais c'est terrible. Alors il va y avoir quand même certains qui vont obtenir des bottes en caoutchouc. Mais c'est loin d'être le cas pour tous. Donc dans une boue, on pénètre jusqu'aux genoux. Combien il était douloureux de rester des heures entières au créneau sans pouvoir se réchauffer les pieds. Mais un séminariste ne doit jamais laisser sortir de sa bouche la moindre plainte, la moindre récrimination, car il souffre pour son maître, le divin crucifié de la passion. Il ne faut pas oublier que les lettres sont quand même adressées aux supérieurs du séminaire. Donc, quand même, il y a un petit quelque chose de spirituel. Oui, c'est, petite parenthèse encore, évidemment, les lettres ici sont différentes de celles adressées aux parents. J'ai eu aussi la chance d'avoir en main un fonds de 850 lettres adressées par un prêtre à ses parents. J'en publierai une partie dans un prochain numéro de Asile à Garance, de Gouvernet, la fameuse. Voilà. Et là, le ton est différent. Et, les lettres adressées aux parents, d'abord, ils se censurent beaucoup plus au point de vue des dangers. On le voit toujours qu'il dit à ses parents, je suis dans un coin tranquille. Très bien. Et puis, une lettre 3 semaines après, qui dit, je suis dans un coin beaucoup plus tranquille, bien moins dangereux que celui où j'étais il y a 3 semaines. Voilà. Mais sur le moment, il n'avait rien dit aux parents, bien sûr. Et puis, dans les lettres aux parents, alors que là, par rapport à l'abbé Giraud, ils disent la vérité. On a exposé à QC les lettres de l'abbé, je ne sais pas si l'exposition a toujours lieu, j'en sais rien, c'est une exposition en plein air sur les cours, les lettres de l'abbé Millien. Et les gens ont été époustouflés à QC de la franchise des lettres de l'abbé Millien sur le sort tragique des soldats. Mais il ne se censurait pas. Tandis que s'il avait écrit à ses parents, il se serait beaucoup plus censuré. Ça, c'est clair. Mais évidemment, en écrivant au supérieur du séminaire, il y a aussi une dimension spirituelle qui est beaucoup moins présente dans les lettres aux parents.
Voilà. Alors, une autre lettre encore sur la boue, mais je vais peut-être arrêter parce que ça se répète, mais parce que c'est l'eau de tous. Hein. Un temps affreux rend absolument impraticable les tranchées. Quelle peine n'a-t-on pas pour évacuer les pauvres blessés? Vrai loques, tellement souillés de boue, qui nous semble transporter un paquet de terre détrempée plutôt qu'un être humain. Comme nous avons besoin du secours et de la force que nous donne le bon Dieu pour remplir notre mission. Oui, parce qu'en plus, ils sont infirmiers, donc il faut charger sur les épaules. Donc vous imaginez déjà le poids de la boue, et en plus, si vous avez sur les épaules un blessé. Les tranchées sont régulièrement soumises au bombardement. Il y a 4 jours encore, pendant un coup de main tenté par les Allemands aux tranchées de Fouquescourt, j'ai failli être englouti sous un violent bombardement, et c'est à la protection maternelle de Sainte Vierge que j'ai dû mon salut. C'est elle qui m'a heureusement inspiré de quitter un abri pour me porter dans un autre à peu de distance. À peine avais-je quitté ce premier abri qu'un obus de gros calibre est tombé en plein dessus, le détruisant complètement. Effectivement, les abris ne sont pas des abris contre les obus, ils sont des abris contre les éclats d'obus. Et si un obus tombe directement sur l'abri, l'abri s'écroule en fait. Hein. Parce que vous avez ici, vous voyez, une image d'un abri encore pas mal, hein, celui-là, vous voyez, donc bien étayé, voilà. Hein, bon. Mais il n'empêche, s'il prend l'obus directement, il va s'écrouler. En revanche, ça protège contre les éclats d'obus. Et il faut quand même se rappeler que dans la guerre de 14, eh bien, la plupart des victimes, c'est les obus, beaucoup plus que les balles. Alors aussi, une découverte, mais je n'en ai pas parlé, il y a un texte terrible, c'est la mitrailleuse. Hein. Voilà. Et le pire, c'est que les Français, ils en avaient. Mais c'est les Allemands qui les utilisaient. Et là, vous avez un texte d'un prêtre qui est avec le 321e RI et le lieutenant-colonel Flocon, où vous avez l'erreur, vous avez une description de cette erreur qui a été faite et répétée en 1914, c'est-à-dire le régiment qui part au son du clairon, au petit galop, avec le drapeau et le colonel en tête. Hein. Et évidemment, ils sont fauchés par les mitrailleuses. Alors que la doctrine militaire, hein, qui avait été notamment illustrée par Foch, hein, parce que Foch, je sais bien, c'est un grand homme, etc., mais je vous inviterai à modérer votre opinion. Voilà, c'est Foch qui, vers 1905, avait préconisé donc la lutte au corps à corps. C'est-à-dire l'idée, vous voyez, on avait la fameuse baïonnette au canon, hein, donc le fusil avec la baïonnette, et le fusil français était le plus long avec la baïonnette, et c'était l'idée, c'est qu'on allait embrocher les Allemands. Bon, oui, c'est une vue d'esprit, parce qu'en 1914, eh bien, on n'arrivera pas au corps à corps, puisque les mitrailleuses vont faucher ces régiments qui partent comme ça à l'assaut. Et j'ai une lettre d'un des prêtres qui est vraiment à côté du lieutenant-colonel Flocon, commandant le 321e RI, qui est le régiment de réserve de Meulson, et qui est fauché. Ils sont tous deux fauchés. Alors ils sont blessés, hein, ils ne sont pas tués, ils sont blessés, mais ils vont rester toute une journée sur le terrain, parce qu'il y a eu un recul des troupes françaises, et après le soir, on pourra aller les récupérer. Mais on a là une illustration, vous voyez, voilà. Ça, excusez-moi, je suis revenu en arrière, mais c'était 1914. Alors que là, nous sommes donc dans les tranchées, et avec le problème des obus. Les obus agissent aussi sur le psychisme. Une lettre d'Orambou, 14 novembre 15. Nos voisins nous lancent de temps en temps des Minenwerfer. Les Minenwerfer, c'est des pièces d'artillerie à canon court avec une élévation de tir importante. C'est-à-dire, vous avez un angle de tir qui est de plus de 45 degrés. Donc, vous voyez, l'obus va faire ça ne va pas être un tir tendu. Vous voyez la différence, hein. Voilà. Et alors, le Minenwerfer, eh bien, va projeter des obus de plus de 60 kg, évidemment à une plus courte distance, mais qui vont faire des dégâts beaucoup plus considérables. Nous les redoutons, car cela fait un trou de 7 mètres de profondeur sur 15 mètres de circonférence. Et la terre tremble 1 km à la ronde. L'autre jour, un sergent-major est devenu fou, et pourtant il était tombé loin de lui. Il y a aussi le travail de sabre, insidieux, pour placer des mines qui font exploser les positions et causent des ravages considérables. Je vous ai mis une photo, là, évidemment, qui n'est pas extraite du même fond. C'est le fameux cratère de la Boisselle. J'ai emmené
deux groupes là-bas, donc dans la Somme. Le cratère d'Alboissel, donc c'est un cratère de 80 mètres de diamètre causé par une mine. Donc vous voyez, 80 mètres de diamètre. Hein. Pour vous imaginer la taille que ça fait. Et donc tout s'est effondré subitement. Donc c'est une mine qui avait été placée par les Britanniques au début d'une offensive britannique sur la Somme, qui a d'ailleurs échoué. Mais bon. Alors je vous lis, donc nous avons une lettre ici sur une autre mine, bien entendu. Le secteur que nous occupons en ce moment est très mauvais à cause de cette lutte de mines. Tout dernièrement, à proximité de nous, une mine allemande a englouti plus de 150 hommes, appartenant pour la plus grande partie à un régiment d'actifs, une quarantaine à un régiment de territoriaux. J'avais occupé ce secteur en arrivant sur le front, et depuis 2 mois, nous avions cédé notre place aux territoriaux. Voilà. Et 150 hommes engloutis en une seconde. C'est le 22 avril 1915 que les gaz sont employés pour la première fois au nord d'Ypres, touchant la 87e division territoriale et la 47e DI. Vous savez que les gaz, donc au départ c'est assez artisanal, c'est un nuage de chlore, hein, donc on a stocké du chlore dans des citernes, donc ces citernes sont disposées devant les premières lignes allemandes, et on attend, on a muni les soldats allemands de masques, on attend que le vent souffle dans la bonne direction, c'est-à-dire de derrière eux vers les Français, et on ouvre les citernes. Et donc vous avez un nuage de chlore donc, qui va se répandre. Voilà. Donc ça, c'est le premier usage des gaz. Et puis, le pire de tous sera vers la fin de la guerre, ce qu'on appelle justement l'hypérite, mais en fait, les gaz ont été utilisés à plusieurs reprises à Ypres. Hein. Et c'est le dernier qu'on appelle l'hypérite, c'est le gaz moutarde, et qui est en fait un gaz qui est absolument indétectable à l'œil, alors que le chlore, vous voyez arriver un nuage jaune, vous voyez, là vous ne voyez rien arriver du tout, et c'est un gaz qui va pénétrer la peau, voilà, et qui va tuer, qui va être vraiment le plus terrible de tous. Voilà. Malheureusement, vous voyez, au fil de la guerre, ça va malheureusement se perfectionner, si on peut employer ce mot, à rebours du sens de perfection. Voilà. Donc, Alphonse Tronel, qui est au 121e RI, le 121e RI, c'est le régiment de Montluçon. Ces jours derniers, les Boches nous ont largement arrosés avec des obus toxiques de nouveau genre. Plus de 90 de la compagnie seulement ont dû être évacués, à demi empoisonnés. Pour ma part, je n'ai pas été atteint aux bronches et à la poitrine, mais fortement cependant aux yeux. Pendant 3 jours, il m'a été impossible de voir la lumière du jour. Je devais la fuir et rechercher l'obscurité la plus profonde, puisque même la lueur d'une simple bougie m'était intolérable. Il n'y a guère que 3 ou 4 jours que j'ai commencé à voir clair d'une façon régulière, et encore dois-je prendre 1000 précautions, car j'ai le regard encore cuisant et bien fatigué. C'est avec beaucoup de peine que je parviens le matin à dire ma messe à cause de la lecture sur le missel, et cet instant étant toujours le plus sensible de la journée, je ne sais pourquoi, pour les yeux. Ce moment-ci, la tombée de la nuit, est le meilleur. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout, on est 14 avril 1918, hein, mais voilà, apparemment, bon, c'est une autre sorte de gaz. Et parfois, les poilus sont pris par surprise, et ça provoque un véritable drame. Le samedi soir, les Boches nous attaquent, et nous remontons de suite aux tranchées pour assister à des scènes infernales. Le 19, le 21 et le 23, ils nous ont lancé des gaz très forts, surtout le 19. La nappe est arrivée très vite en première ligne, personne n'a eu le temps de mettre son masque. Ils sont tous morts. Il y a aussi le pauvre type qui avait oublié leur tampon. Il fuyait devant la nappe à moitié fou, mais bientôt il tombait, se tordant en d'horribles convulsions. Ah les pauvres, quel mort. Voilà. C'est vraiment parmi les choses les plus atroces de la guerre de 14, la guerre des gaz. Verdun. Verdun, bon, la bataille de Verdun est un moment à part dans la guerre. Outre le nombre d'unités engagées dans un espace relativement réduit, l'expérience que font les soldats, c'est avant tout celle d'un bombardement, d'une intensité incroyable, bien plus forte que lors des actions précédentes. Voilà, la différence, vous voyez, entre Verdun et le reste de la guerre, c'est la densité du bombardement. Alors, voilà, depuis 6 jours, nous sommes dans la fournaise, et c'est une véritable pluie de feu, de 7h du matin à 7h du soir. La nuit, ils travaillent à approfondir la tranchée, mais le jour, c'est impossible. Au bout de 2 jours, j'étais à moitié fou. Il y a de quoi. Quand on est sous un bombardement infernal, comme celui sous lequel nous sommes, au but de 77,
Et 77, c'est le canon allemand, analogue un peu au 75 français. C'est-à-dire le canon de 75, vous savez, c'est le canon de campagne, qui a une portée relativement faible, je ne sais plus, de l'ordre de 3000 mètres, quelque chose comme ça à peu près. Mais c'est un canon donc quand même très maniable, alors que après vous avez des canons donc beaucoup plus lourds. Vous voyez, 100, bon, je ne sais pas trop, c'est pas le plus connu, 105, 150, 210. Voilà, 210, c'est déjà un canon beaucoup plus important. La carte postale, c'est pas un canon allemand. Là, c'est un canon français. Vous voyez, artillerie lourde française, mortier de 350, manœuvré par les artilleurs du Creusot. Voilà. Donc, vous voyez, il a un affût métallique, il y a des wagonnets derrière pour amener les obus. Voilà, là, c'est vraiment l'artillerie lourde, l'artillerie de siège. C'est inouï, je n'avais jamais rien vu de tel. Et pour supporter cela, aucun abri. Nous sommes accroupis le jour dans ce commencement de tranchée, et la nuit, autant que le marmitage le permet, nous approfondissons la tranchée. Donc évidemment, vous voyez, ils n'ont absolument aucune protection. Plus loin dans la lettre, il dit « Nous sommes restés 5 nuits sans pouvoir fermer l'œil. Il y a eu des chasseurs enfouis et que l'on a pu déterrer. C'est horrible. » Voilà. Effectivement, les obus ont enfoui des soldats dans la terre et on n'a pas pu les sortir. Alors son unité, donc ici c'est au Rambou, Ernest au Rambou, son unité, qui est le 8e bataillon de chasseurs, tient courageusement. 2 sergents ont été tués, et des chasseurs. Il y a des blessés. Il y en a aussi parmi les cuisiniers qui apportent la soupe préparée à l'arrière à 10 km. Souvent, quand ils arrivent, ils n'ont plus que du pain. Le reste a été répandu à terre involontairement quand ils cherchent à éviter les obus. Nous sommes restés 5 nuits sans pouvoir fermer l'œil. Voilà. Effectivement, oui, c'était la diapo que j'aurais dû passer avant. Effectivement, la soupe, vous devinez bien que les cuisiniers qui amènent donc, dans des bidons, quand les obus leur tombent dessus, bon, ils cherchent à se protéger, ils vont renverser les bidons. Et donc, les grands problèmes à Verdun, outre les obus, bien sûr, qui sont le premier problème, c'est la faim et la soif. Alors la soif, pas évidemment peut-être au mois de février, mais Verdun, c'est quand même, disons grosso modo, de février à septembre, 1916, donc il y a l'été. Et là, ils ne vont pas pouvoir boire du tout de la journée. Le peu de ravitaillement qu'ils peuvent espérer recevoir, c'est la nuit, bien entendu. Les chasseurs ne se laissent pas démoraliser par le bombardement. À quelques centaines de mètres, nous avons le fort de Douaumont qui nous prend de flanc. Nous sommes armités de 2 côtés. Et c'est avant la reprise, bien sûr, de Douaumont. Nous ne restons plus que 2 officiers à la compagnie, et mon camarade a même reçu avant-hier quelques éclats à la figure. J'aurais pas dû mettre le fort de Douaumont, j'aurais pas dû le mettre en script. Les chasseurs ne cessent pas... pardon, excusez-moi, j'ai 2 fois le même texte, ça va pas. Voilà. Alors, donc, je vous lis d'autres textes que je n'ai pas mis à l'écran. Raymond Perrière va faire la même expérience de bombardement. Et il cherche comment le décrire de manière adéquate. Rien de plus abrutissant, de plus démoralisant que ces grosses marmites qui éclatent à quelques mètres de vous dans un bruit assourdissant et un déplacement d'air formidable. L'être tout entier est comme disloqué. Aucune volonté ne peut résister, ni garder l'attitude calme et posée devant de pareilles secousses. Ben, je crois que là, on a quelque chose d'important, vous voyez, sur l'impression que fait le bombardement. L'être est disloqué. Je crois que c'est... Voilà. J'ai pris part à des combats à la grenade et de vives fusillades, mais ce n'est pas comparable à l'effet moral produit par l'artillerie lourde. Je lisais aujourd'hui à l'Écho de Paris une lettre publiée dans les Études qui analyse très exactement cette sensation. Le sergent qui écrit s'explique ainsi. C'est, dit-il, la révolte de notre être nerveux contre des chocs qui dépassent sa force de réceptivité. Mais c'est surtout l'horreur du néant, de la dislocation. Être disloqué, écartelé, réduit en bouillie. Voilà une appréhension que la chair ne peut supporter et qui est au fond de la grande souffrance du bombardement. Et Perrière ajoute, cette explication m'a extrêmement intéressé car elle est très originale et très juste. Voilà. Bon, je vous passe une lettre de Charles Lancial qui, lui, parlait de la soif. Donc à Verdun, ce problème donc, de l'eau, effectivement. Alors, Albert Monnier, donc c'est ce qu'on voit à l'écran, décrit l'étendue des pertes au 413e RU.
Mon régiment vient de participer aux derniers grands combats qui ont commencé à Verdun le 1er août. Il y est resté presque en entier. Seules les 2 compagnies qui se trouvent en réserve, dont la mienne, sont redescendues. Des autres, il n'est revenu personne. Le tout est mort ou prisonnier. Pourquoi nous, compagnie de réserve, nous n'avons pas été écrasés sous bombardement effroyable ou fauchés par la mitraille quand nous contre-attaquions un ennemi bien supérieur en nombre. Voilà. Vous voyez, on est au mois d'août 1916 à Verdun. Eh ben, bon, même si l'armée française a repris des positions, c'est loin de gagner encore. Mais vous voyez ici, j'ai d'autres lettres où il y en a un qui revient dans son unité et il ne reconnaît plus personne. Il a été blessé, il a été évacué donc en hôpital à l'arrière, il revient 3 mois plus tard, vous voyez, il est renvoyé dans la même unité et il ne reconnaît pratiquement plus personne. L'unité a été profondément changée parce que tous ceux qui étaient à son époque sont morts prisonniers. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut réaliser. Parce que quand on voit dans des récits, bien sûr, hein, dans des récits de guerre, on voit, mettons, le 203e RI, etc., et quelques pages plus loin, le même régiment. Et oui, mais beaucoup des hommes ne sont plus les mêmes. Voilà. Alors, l'échec des offensives de 15 à 17. Voilà, vous voyez, c'est une lettre, je vous ai mis donc une lettre d'Eugène Martin, vous voyez, voilà. Avec cet emprunt à la défense nationale souscrivait, je l'ai mis ici parce qu'on les aura, et c'est l'espoir dans ces offensives, hein, et qui seront des échecs. Jean Thomas appartient au 54e RI, qui fait partie de la 12e division du 6e corps d'armée, commandée par le général Paulinier. Il participe à la bataille de Champagne. L'offensive, fixée au 25 septembre 1915, a pour but de rompre le front. Ça, c'est la hantise. Hein. Bien sûr, on a un front qui est statique, avec ses tranchées, rompre le front. Et le régiment est engagé dans le secteur de Soins-Sompi. La 15e division coloniale doit attaquer la première. Je tourne ma page pour avoir la suite. Suivi par la 12e division d'infanterie, en tête de laquelle se porte donc ce régiment, le 54e. Après une préparation d'artillerie, les attaques sont lancées, elles permettent de progresser, mais pas de percer le front. Et le régiment est relevé dès le 1er octobre. Et dans la lettre, eh bien, Thomas donc, rend compte de l'échec de son unité. D'après ce que l'on nous avait dit, nous aurions été en tête pour poursuivre les Boches. Mais voilà, tous les retranchements n'ont point été pris, et c'est encore la lutte de siège, et non pas la guerre en une campagne. Nous n'avons été dans la lutte que pendant 5 jours, et maintenant nous nous reposons en arrière, en attendant de pouvoir poursuivre réellement. C'est ce qui fait que j'ai pu écrire et que vos lettres me parviennent. La lutte a été dure, surtout par l'artillerie. La petite reine m'a protégé en plusieurs fois, d'une manière évidente. À chaque instant, c'est la Sainte Vierge, à chaque instant la mort nous frôle, et il faut s'être remis à Dieu tout entier pour rester calme. Cela n'est pas étonnant que l'on devienne fou. Une autre lettre de Jean-Baptiste Chambonnière sur la même attaque. La bataille si intéressante que nous avions engagée en Champagne subit un temps d'arrêt. Les raisons en sont nombreuses. Le 25 septembre même ne nous a pas été favorable comme temps. La 3e ligne allemande était plus sérieuse qu'on ne croyait, avec des défenses accessoires de fils de fer formidables. Nous avons tenté 6 assauts à la baïonnette que nous n'avons pu et qu'il était inutile de poursuivre. D'autres raisons encore. Pour cette fois encore, je l'ai été épargné. On est toujours étonné de sortir vivant de pareilles mêlées. Le personnel religieux a été assez éprouvé, un aumônier de corps tué, un aumônier volontaire blessé à l'éclat de but. Mon régiment compte 500 tués ou blessés. Heureusement, beaucoup de blessés. Les journaux n'ont pas exagéré en disant l'élan magnifique, c'est vrai. Depuis lors, nous tenons position sur les anciennes défenses, sur les anciennes positions Boches. La voie reste aux canons, aux avions, dont nous pouvons voir les escadrilles revenir d'expédition. Il est faux de dire qu'en général, nos ennemis se sont rendus sans se défendre. Nous en avons tué sur les premières tranchées qui se sont défendus à mort. Le service sanitaire a laissé à désirer. Hier même, tous nos morts n'étaient pas enterrés, bien qu'ayant été fouillés. C'est une des caractéristiques les plus tristes de cette guerre, le mépris des morts. Vous voyez, donc fouiller, bon, il y a la vraie fouille, disons, pour prendre la plaque, etc. Mais là, on dirait que c'est peut-être autre chose, hein. Genre pillage, voilà. Mais vous voyez, on voit bien quand même dans ces lettres, eh bien, les échecs de ces offensives, et dont ils sont conscients.
Voilà, diapo 28. Alors, c'est l'offensive de la Somme de l'été 16. Voilà. Bon, vous voyez, on retrouve un petit peu la même chose. Hein. Excusez-moi, c'est un peu répétitif, mais voilà. Alors, la censure ne va pas empêcher que les lettres de ces clercs mobilisés apportent un témoignage de la baisse générale du moral de la troupe dans les années 1916-1917. Edmond Micard se montre très à l'écoute de l'état d'esprit des soldats, et c'est dès le commencement de l'été 1915 qu'il perçoit chez eux une lassitude due à la fatigue et à l'ennui. L'état d'esprit des soldats devient de moins en moins bon. Ils murmurent contre les officiers, les généraux. Avec cet état d'esprit, une nouvelle campagne d'hiverne sur les guerres possibles. Les journaux ne disent pas la vérité sur la situation. Aussi n'attache-t-on plus d'importance à tout ce qu'ils racontent. Voilà, vous voyez, c'est important de voir ça que, ils n'ont plus confiance des journaux. Alors, vous savez que les journaux sont eux sous la censure, hein, véritablement. Mais, du coup, bon. Alors, toujours Micard. On est en 1917 maintenant. Et l'état moral et physique des troupes en l'été 17 ne lui laisse espérer rien de bon dans la perspective d'une offensive allemande. L'ennemi paraît être en force. Et puis les troupes sont singulièrement démoralisées. Cela se comprend un peu avec toutes les souffrances endurées depuis 3 ans. J'ai vu ces jours derniers un régiment d'infanterie relevé des tranchées. Les quelques survivants des horribles journées qu'ils venaient vivre à la côte 304, malheureusement célèbre, ressemblaient plutôt à des loques humaines. Jamais l'obscurité ne s'est faite plus complète. Que Dieu nous vienne en aide. Malheureusement, notre pauvre pays semble mériter bien peu les faveurs divines. L'état d'esprit est déplorable. Voilà. Donc, vous voyez, il est lui-même, on sent que le moral est atteint. Quand il dit l'obscurité, jamais ne s'est faite plus complète, c'est pour lui aussi qu'il parle. Bon. Léon Côte, lui, n'hésite pas à blâmer les chefs, qui ne sont pas à l'écoute des souffrances des soldats. Première ligne ou réserve, voici la 5e semaine qui commence. On est le 16 septembre 17. Et personne ne parle d'un repos, pourtant bien mérité. Il semble que nous soyons le jouet d'une volonté cynique, appliquée à nous imposer un fardeau toujours aggravé, sans s'inquiéter de voir si les forces ne s'usent pas et si le moral ne va pas finir par descendre au-dessous de zéro. Et effectivement, vous voyez, 5 semaines en première ligne ou réserve, sans être allé au repos, puisque, vous voyez, le repos, il est généralement à une vingtaine de kilomètres à l'arrière du front. Dans l'ensemble de la correspondance adressée à l'abbé Giraud, on trouve très peu de mention du refus de la guerre. Une occurrence seulement dans une lettre de Jean Thomas au détour d'une ligne. Vous voyez, plus ça va, plus la bêtise humaine est grande. Ce sont des absurdités, des blasphèmes, des calomnies, des idées de révolution. Vous voyez, c'est la seule occurrence que j'ai vue vraiment sur le sujet. Et puis, alors, les lettres de Millien. L'offensive d'Arras a échoué, faute d'un régiment qui a refusé d'avancer. Bon, là, vous avez, on est dès 1915, on a là un écho. Alors, évidemment, c'est une rumeur, bien entendu, c'est une rumeur qu'il a entendue, il n'a pas la preuve de ce qu'il avance. Il n'empêche que ça s'est dit qu'un régiment avait refusé de monter au front. Donc, cette absence, vous voyez, de mention, disons, de révolte, de révolution, bon, peut être attribuée au souci de la censure, mais quand même, l'abbé Millien, donc, s'affranchit de cette censure dans la correspondance à ses parents. Alors, voilà donc, effectivement, ce petit texte. Alors, voici Jean-Marie Millien, et là encore, j'ai le même problème. Je pense que c'est celui de gauche, mais je ne suis pas sûr non plus. Quelle idée ils ont de se faire photographier avec quelqu'un d'autre. Là, c'est très embêtant pour le chercheur dans la suite. Bon. Alors, lettre de Millien, et qui est de 30 juin 17. C'est des lettres qu'il adresse à l'abbé Barge, qui est curé de Cussé, et lui-même est vicaire de la paroisse de Cussé. J'ai toujours pensé que le pauvre abbé Barge, qui a été un curé remarquable pour son vicaire, parce qu'il lui soutenait le moral, mais il devait s'auto-censurer, parce que quand les paroissiens lui demandaient alors, vous avez des nouvelles de votre vicaire, il ne devait pas leur dire la vérité, parce que les lettres de Millien étaient terribles, et les gens n'auraient pas compris. Les gens à l'arrière n'auraient pas compris, et ils l'auraient pris pour un traître. Vous voyez, il
faut bien voir ça. Petite parenthèse d'ailleurs, ceci étant, tous les curés n'ont pas été aussi sympas envers leur vicaire. Voilà, vous en avez d'autres qui ont beaucoup plus souffert. Voulez-vous connaître les erreurs qui n'ont pas été soutenues, s'il vous plaît? Généralement, le curé était âgé. Quand vous avez un curé d'une 60aine d'années, il ne comprenait absolument pas ce que vivait son vicaire au fond. Voilà. À l'arrière, beaucoup de gens à l'arrière étaient très loin de soupçonner la somme de souffrance qui se vivait. Voulez-vous connaître le moral des troupes? Le 82 qui nous a relevés vient de se mutiner. Il a saccagé les baraques que nous occupons, refusé de monter en ligne et brimé colonel et général. D'autres régiments n'ont pas manqué de suivre son exemple. Le 151, je crois, vient d'être désarmé. Le 6, malgré qu'il soit nanti de viande fraîche, comme dit le colon. Quand même terrible, hein. Quand même terrible, hein, de dire ça. Bon. Un imprudent ne se gêne pas pour crier « à bas la guerre ». En un mot, tout le monde est énervé, exaspéré, on en a assez. On parle d'incidents, le grave encore, que je n'ose exposer aux ciseaux de l'implacable censure. Entre nous, si elle était tombée sur la lettre déjà telle qu'elle est, ça ne serait pas passé. Et cet esprit est bien compréhensible après la douche formidable que viennent de subir les troupes, sans avance palpable et après des promesses exagérées. Et voilà la raison des fameuses mutineries de 17, c'est que ils savent pertinemment que les offensives pour rompre le front ne réussissent pas. Et on leur demande d'y aller encore. Et ils savent qu'en fait, on les envoie à la mort sans aucun résultat rationnellement espérable. Voilà, c'est ça qui est terrible. Voilà l'image mortuaire de Jean-Marie Mélien, puisqu'il sera tué. Il est dans un poste d'observation, donc vers Craonne, et il sera tué par un ennemi. Triste année, triste sujet, triste chef. C'est un fait. Ah, je comprends l'état d'esprit des soldats, leur mutinerie, je les approuve presque. Vous voyez, cette lettre, évidemment, l'abbé Barge, je ne pouvais pas la montrer aux paroissiens. On ne traite pas des hommes comme des bêtes. L'immoralité, l'irréligion, l'anarchie, tout ce qui peut engendrer... Ah, il y en a qui manquent. Tout ce qui peut engendrer le désordre est à l'ordre du jour. Et on voudrait de l'ordre, de l'organisation et de la discipline. Avec cet esprit, jamais. C'est un cercle vicieux, d'où nous ne sortirons jamais, je crois. Nous sommes bien bas et bien malades, pas d'illusions. Vous voyez, lui-même, hein, visiblement, voilà, il a aussi le moral qui... bon. Je vous lis une autre lettre de Mélien. Le 5e bataillon ne voulait plus marcher. C'est nous, Bonnepoire, qui sommes obligés de remettre ça. Mais non sans maugréer toutefois. Vous vous demandez avec moi pourquoi le même régiment reste si longtemps en ligne. Inclinons-nous devant le mystère sans fond de l'incohérence militaire. Si les poilus sont devenus anarchistes, la faute en incombe aux autorités supérieures. Maintenant, on voudrait essayer de réparer ce qui est irréparable. On arrivera, quoi que l'on fasse, pour remonter leur morale, qu'à les exaspérer. Hélas, en dehors des espérances éternelles, aucun motif capable de maintenir le moral. Les attractions neutres ou mauvaises qu'on leur offre sont plutôt une cause de dépression. Effectivement, hein, on offre voilà, quelques distractions au front, du théâtre, aux armées, enfin tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est pas... Vous savez, il y en a beaucoup qui quand ils sont au repos, se mettent à boire. Hein. C'est pas... Ça se comprend parfaitement. Voilà. Maxime Augiat, militaire au 134e RI, assiste à une exécution après mutinerie. Tout en éprouvant une certaine tristesse, il ne désapprouve pas la mesure, bien au contraire. Journée triste pour moi. 2 soldats condamnés à être fusillés. Ce sont des lâches, il est vrai. La justice humaine s'exerce et Dieu permet heureusement cette punition. Car s'il n'y avait que des gens semblables pour défendre la France, je me demande où nous irions. C'est un exemple qui portera des fruits. Ah, dur, hein. Oui, mais aussi, il faut se dire, vous comprenez, attention, lui, les soldats, on a dit aux soldats, ce sont des traîtres pour fusiller. Vous voyez, aujourd'hui, nous, les fusiliers de 20 degrés, bon, sont réhabilités, etc. Bien sûr, mais là, il faut comprendre sa lettre en fonction de ce qu'on lui a dit à lui, sur le moment. Hein. On ne peut pas juger, nous, avec ce que nous savons aujourd'hui. Vous voyez, hein, donc, lui, on lui a dit, ce sont des traîtres, et on va les fusiller. Bon, il a accepté, ce sont des traîtres. Donc il dit heureusement que la France n'est pas défendue par des gars comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, évidemment, on n'aurait plus cette appréciation, mais parce qu'on sait plus de choses. On va passer à l'année 18. Ah voilà, mon Georges Malviel. Comment? Là, c'est lui. Ah, c'est lui, là, c'est lui, c'est signé, il y en a qu'un. C'est lui, c'est Georges Malviel. Là, j'ai de la chance. Voilà. Alors en plus, moi, ce qui me fait plaisir, comme je suis curé de Ghana, il est né à Ghana. Je peux, voilà.
Pour l'instant, il écrit « Nous sommes en guerre ». Donc, vous voyez, attention, l'année 18, hein, faites bien attention. L'année 18, le renversement vers la victoire se fait à la fin du mois de juillet. Hein, attention, jusque-là, on pense au contraire, c'est les Allemands qui sont en position de force. Hein. Donc, vous voyez, l'année 18, ne jugez pas l'année 18 à partir du 11 novembre. Voilà. Hein. Il faut se faire un effort de l'esprit. Hein. Voilà. Pour l'instant, nous sommes en guerre. Et par ici, on l'a fait sérieusement. Il semble bien que de chaque côté, on veuille en finir. Mais quand verrons-nous ce jour heureux de la fin de temps de misère? Dieu seul en garde toujours le secret, et nous ne voyons rien de certain. Prions-le ardemment pour qu'il nous délivre d'un si grand fléau. Priez-le pour moi et pour nos pauvres soldats du front. Il n'y a plus d'espoir qu'en Dieu, malgré la puissance du matériel et l'effectif des adversaires. En lui, mettons notre confiance. Je ne vous dirai pas que le moral est excellent, car ce ne serait pas la vérité, sous de pareils bombardements. L'âme la mieux trempée ne pourrait y résister. Et nos pauvres soldats sont trop éprouvés, c'est triste à dire, d'autant que nous n'y pouvons rien faire et qu'il nous est défendu d'en dire trop long. Il y a tant de réserves intactes à l'arrière, il serait temps de les employer par ici et de leur faire prendre notre place. Voilà. C'est une lettre, deux lettres, enfin je vous ai lu deux extraits, du 10 avril et du 10 mai. Et en fait, lui, il est sous les bombardements, et la seule chose qu'il peut faire, c'est se réfugier dans des caves, et en attendant que ça cesse. Voilà. Alors, sur les réserves, effectivement, à l'arrière, il y a la réserve, vous allez me dire les Américains. Attention, les Américains, oui, ils sont présents, mais les armées américaines ne sont pas encore instruites. Vous voyez, le problème, c'est pas parce que vous avez un Américain qui met le pied sur le sol de France qu'il est apte à combattre le lendemain. Vous voyez, c'est à partir de l'été 1918 que véritablement les Américains seront opérationnels. Voilà. Et c'est pourquoi les Allemands, au printemps 18, lancent véritablement la dernière offensive, parce qu'ils savent qu'il y a les Américains, et ils savent qu'après, il y aura un renversement qui va s'opérer. Donc ils disent, il faut que nous percions à ce moment-là, au printemps. Voilà. Je vais peut-être avancer un petit peu, parce que je vois que l'heure tourne. Martin Drey, l'offensive de l'été. Je vous ai pas mis, c'est bête, j'en ai un, mais je ne l'ai pas mis ici. J'en ai un qui est dans les chars, mais je ne l'ai pas mis. 2 jours après mon... Attendez, on ne va peut-être pas lire ça. Alors, voilà. Tayarda. Tayarda, alors voilà, là, c'est assez intéressant, parce que vous avez un papier en tête, vous voyez, de la jeunesse américaine. YMCA, c'est un mouvement de jeunesse américain. Et donc, c'est la jeunesse américaine catholique, voilà, Young Men catholique Association. Merci. Voilà, je ne savais plus à quoi ça correspondait. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'il a donc du papier en tête, vous voyez, de ce foyer, donc Union franco-américaine. Les Américains qui commencent à arriver dans nos parages ne semblent pas du tout disposés à vouloir terminer la guerre si vite que cela, puisqu'ils s'installent comme s'ils devaient demeurer chez nous encore 3 ou 4 ans. Vous voyez, on est juillet 1917, là, c'est vraiment... je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une erreur, si ce n'est pas juillet 18, il faudrait vérifier. Il faudrait que je vérifie, parce que le 17 me paraît un peu bizarre. J'ai peut-être fait une coquille. C'est commencé, ils sont venus à partir de 16, il y a 17 à début. Oui. Mais ils sont venus, c'est la... Comment dire, c'est la partie administrative et voilà. Qui est venue en premier. Voilà, c'est pourquoi je suis un peu étonné qu'il les ait rencontrés à ce moment-là. Il faudrait que je vérifie. Non, mais j'ai peut-être fait une coquille en tapant la lettre. Enfin, c'est possible aussi. Dieu soit loué, mon bien vénéré Père, je me suis tiré encore une fois indemne de cette attaque que nous avons menée très rondement en compagnie des Américains. Ils marchent merveilleusement et c'est sûrement grâce à leur vaillance et leur courage que nous autres Français, nous avons pu enlever presque sans perte le morceau pourtant assez dur que nous avions comme objectif. À cette époque-là, alors je ne sais pas s'il est dans ce coin, il y a le saillant de Saint-Miguel, hein, qui va être justement une grosse position et qui va être dévolue aux Américains. Ça va être vraiment, donc à peu près vers ce moment-là, de septembre 18, ça va être à ce moment-là donc qu'on va leur donner vraiment un gros morceau à enlever par eux-mêmes. Voilà. Alors, là, on est... oui, je suis un peu, malheureusement, revenu un peu en arrière. De juin 18, vous voyez, on est avant le tournant de la guerre. Hein. Il est difficile de prévoir la suite des événements qui se passent sur le front français. Avant l'appui des Américains, il faudrait demander d'une façon plus ou moins officielle le secours ou le concours du serviteur de Jésus, le seul allié qui puisse décider de la victoire, mais hélas, combien cet acte est difficilement réalisable par notre gouvernement.
Hâtons-en cependant la réalisation nécessaire par nos ferventes prières en ce mois de juin, qui aura été peut-être le mois le plus critique. Vous voyez, je vous ai mis la lettre parce qu'elle montre bien que, voilà, c'est vraiment le moment le plus critique. Hein. On est au mois de juin 18, et Malviel vraiment ne se doute absolument pas que le tournant de la guerre sera dans un mois. Là, il est confronté à l'offensive allemande. Ils font le gros dos, ils résistent, mais ils ne savent pas. Voilà. Donc, c'est dans la seconde moitié du mois de juillet, après que l'offensive allemande du 15 juillet a été jugulée et que les troupes autrichiennes ont été repoussées sur la Piave, que timidement le moral commence à remonter chez Malviel. Cependant, il ne voit pas encore la fin comme prochaine. C'est le 25 août que, pour la première fois, il ose évoquer la fin de la guerre et la signature de la paix. Il y revient quelques jours plus tard, on est le 5 septembre, mais encore avec prudence. Vous voyez, pour le moment, les affaires semblent marcher de manière très favorable. Et il se pourrait que ces succès franco-anglais activent la marche de la guerre, surtout si les Américains pouvaient enfoncer les poches quelque part ailleurs. Malgré tant de déceptions, nous avons quand même un peu plus d'espoir maintenant. Ayons confiance dans l'intervention toute puissante du bon Dieu, qui seul peut nous tirer dans l'arbre. Mais vous voyez, il est encore très prudent en ce début septembre sur les résultats de l'offensive. 6 octobre, nous verrons, pendant ma permission, si l'autre non moins bonne nouvelle dont nous parlent les journaux du soir s'améliore encore. Tant pis si la paix est signée pendant que je serai auprès de vous. Vous voyez, il va revenir en permission auprès de ses parents, et il se dit, zut, c'est peut-être là où la paix va être signée. Ben, elle ne sera pas encore, vous voyez, 6 octobre, il y aura encore un mois, voilà. Alors, là, il commence à penser à la suite. Le principal actuellement, c'est que, vous voyez, 9 novembre 18, on a 2 jours. Le principal actuellement, c'est que les affaires de la guerre marchent très bien et qu'il n'y a pas trop de retard dans les correspondances entre Foch et les mandataires Bosch. Et il semble en effet d'ailleurs que nous allions assez rapidement vers la fin tant désirée de cette guerre que nous ne pensions jamais devoir durer aussi longtemps et se précipiter si vite vers son résultat final actuel. Et c'est intéressant la réflexion. D'une part, on ne pensait jamais qu'elle allait durer si longtemps, en 14, et là, on ne pensait pas que ça allait se conclure si vite. Dieu soit béni d'avoir écouté tant de prières ferventes et d'avoir le temps de héros martyrs pour le salut de la France. Espérons, comme le souhaitait M. Clémenceau, que l'union parfaite, l'union sacrée, existera plus que jamais entre nous et qu'ainsi notre chère France sortira de cette longue épreuve plus forte que jamais. Voilà, une réflexion bien intéressante. La fameuse union sacrée, vous savez, qui a été donc au début, donc qui a été décrétée par le gouvernement, pour dire, et notamment par rapport à la question religieuse, de mettre en suspens toutes les mesures, on ne les arrête pas, enfin on va les suspendre le temps de la guerre, mais là il dit qu'il faudrait que ça continue. Et c'est bien l'espoir, vous voyez, de pas mal d'anciens combattants, c'est de souhaiter, enfin qui seront bientôt des anciens combattants, qui est de souhaiter qu'il y ait une union plus forte des Français. Donc pour lui, vous voyez, et pour la plupart des prêtres et séminaristes dont nous avons suivi la correspondance, la démobilisation n'interviendra cependant qu'au printemps 19, car jusqu'à la signature du traité de Versailles, certaines parties de l'Allemagne seront occupées par les troupes françaises, sans parler du front d'Orient. On aimerait en savoir plus sur la suite, mieux connaître l'état d'esprit de ces hommes qui reviennent dans les campagnes bourbonnaises, qui malgré les privations et les décès, sont quand même restés loin des horreurs de la guerre. On peut penser qu'à l'image de l'abbé Malviel, qui demande à son évêque un poste de curé de campagne avec un presbytère où ses parents, désormais à la retraite, puissent vivre avec lui, eh bien on peut espérer que tous aspirent justement à retrouver une vie paisible, loin de cette horreur au milieu de laquelle ils ont vécu durant plus de 4 ans. Je vous remercie. Voilà.